voulais simplement revenir sur deux points qui pour moi me tiennent à cœur. Il y a Pascal, le président Pascal Obbo tout à l'heure qui a parlé d'élections en 2020. Pour moi, attendre 2020, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Pour quelle raison? Premièrement, parce que Ouattara n'a pas été élu légalement. C'est un imposteur, il faut dire les choses comme elles sont. Et puis aussi, si on attend des élections qui se fassent dans un ordre programmé, c'est-à-dire tous les 5 ans, etc., c'est-à-dire si on attend 2020, on va se retrouver, je m'excuse de le dire, mais on va se retrouver, peut-être que Ouattara ne sera plus là, mais on a aussi de fortes chances à ce qu'il soit remplacé par quelqu'un que l'Occident aura choisi. Parce que c'est comme ça depuis 60 ans. C'est comme ça depuis 60 ans. Et puis aussi, il faut vous dire que l'histoire a montré que seules les révolutions ont changé le cours des événements. Au Burkina Faso, Compaoré a été renversé avant les élections. Je ne vois pas pourquoi la Côte d'Ivoire ne ferait pas la même chose. Ouattara, il n'est pas question qu'il reste jusqu'en 2020 et qu'il continue à enfoncer le pays comme il le fait depuis 8 ans maintenant, et même bien avant, puisqu'il est quand même la cause de tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé là-bas. Donc je crois qu'il est important à faire en sorte que Ouattara dégage avant 2020 pour toutes les raisons. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le docteur Bogasako a dit tout à l'heure, on sait bien, Gbagbo sera libéré. Je suis d'accord, il sera libéré. Il faut quand même tout envisager. On connaît la CPI. On sait que la CPI a toujours cherché à gagner du temps. On se doute que la CPI attend justement 2020 pour le libérer. Elle a probablement ça comme consigne. Pourquoi? Elle est consciente que la libération immédiate du président le pays va se réveiller dès qu'on saura que le président Laurent Gbagbo sera libéré. Les langues vont se délier, c'est-à-dire on va automatiquement parler de la France, de son implication. Et puis aussi, la CPI est aussi consciente que la libération du président peut créer une onde de choc dans toute l'Afrique francophone et peut entraîner en fin de compte une révolte générale qui est souhaitable, et que ça serait la fin de cette sordide France-Afrique. Elle envisage tout ça. On ne dit pas que les choses vont se passer comme ça, mais il est fort possible que dès que le président Gbagbo sera libéré, que la Côte d'Ivoire va se réveiller, que Ouattara sera renversé, et tout ce qui s'enchaîne après, et que les responsabilités seront sur la place publique, y compris celle de Sarkozy. Okay. Donc, puisqu'il est un fait qu'il sera libéré, parce que légalement ça doit être comme ça. Il bénéficie d'un non-lieu, ce n'est pas encore reconnu, mais tout le monde sait qu'il n'y a aucune charge qui a été retenue contre lui, qu'il n'y a aucune preuve, et que même la CPI a déjà dépassé son droit légal, parce que 7 ans en prison pour rien, en tant que présumé innocent, ça n'a aucun sens, je l'ai jamais vu. Voilà, donc on doit quand même se poser la question, et si la CPI ne le libère pas? Très bien. Et si elle ne le libère pas, en tout cas, si elle ne le libère pas rapidement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Il est important qu'on se réunisse tous. Maintenant, c'est terminé les petites manifestations à gauche, à droite, où on va chanter c'est comment à place de la République, on va faire une conférence entre personnes qui sont déjà qui ont déjà la cause acquise, etc. Donc voilà, il arrive un moment où on doit prendre une décision, se retrouver avant le 1er octobre. Voilà ce que je propose. Hein, chacun est libre de faire. On se retrouve avant le 1er octobre. On prend une décision. Moi, ma proposition, parmi d'autres certainement, si on fait cette réunion, c'est qu'on tienne un siège permanent devant la CPI, quitte à se relayer, bien sûr, parce que les gens travaillent, les gens ont leur vie, etc. Tenir un siège permanent devant la CPI pour faire la pression devant cette cour jusqu'à ce qu'il les libère. Je parle bien de... Parce qu'on a un procès commun.
On tient, mais voilà ce que je propose. Un bras de fer entre la CPI et nous. Que l'on fasse quelque chose que la presse remarque. Parce que ça fait 8 ans qu'on court dans les rues, qu'on manifeste et tout, mais la presse n'est jamais là. Ou alors quand la presse elle est là, elle nous pose des questions, on a l'impression qu'on est écouté, mais rien ne transparaît dans les journaux ni quoi que ce soit. Voilà, tout ça a suffisamment duré. Retrouvons-nous avant le 1er octobre pour envisager ce que l'on pourrait faire si le président n'est pas libéré. Purement politique, entre griffes. Et aujourd'hui, on parle de mauvaise gouvernance, de corruption, de KBJ au niveau de la gestion de Ouattara. Mais on ne voit pas la Fondation se prononcer sur cette question. Quelle est votre position depuis? Merci. Bonjour, Jean-Paul Gros. Bon. Docteur Bogassako, tout à l'heure, lors de votre exposé, vous avez présenté le président Hassan Ouattara. Aujourd'hui, sa déclaration qu'il a faite était liée au fait qu'il était coincé, il était isolé à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous, même parti politique de Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas isolé, vous n'êtes pas écarté de la vie des Ivoiriens eux-mêmes? Parce que lorsque vous parlez, tout ce qui vous intéresse, ce ne sont que les questions politiques. Aujourd'hui, il n'y a plus de loi à Boaké. Abidjan, une partie d'Abidjan est sans électricité. Il y a eu les inondations. Sur les questions sociales, les partis politiques et les fondations, organisations de droits de l'homme sont quasiment absents. Les Ivoiriens n'ont pas le sentiment que vous vous intéressez à leurs problèmes. Aujourd'hui, j'aimerais savoir ce qu'il en est. Merci. J'ai pas grand chose à dire, hein. Mais seulement ce que je voulais poser comme question est que Mossi Draman Ouattara a dit qu'il a libéré 800 prisonniers. Mais au fait, il y a combien de prisonniers? C'est le nombre que je veux savoir. Ok. Il a été demandé que devient le député Yambo Kakou. Vous voyez déjà que je me porte très très bien. Quand on perd la députation, on a une autre vie. Je mène ma vie tranquillement en France. Je travaille et tout se passe très bien. Mais je ne peux pas me barrer derrière mon confort. Parce que tout va bien, alors il faut oublier les compatriotes. Je me rends compte que le problème, la plaie de la Côte d'Ivoire est assez prononcée. À vous entendre, hein, la crise est très profonde. La rancœur est très 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 prononcée. Moi, je voudrais vous dire vraiment à tous, vraiment Yako, je vous demande pardon. Parce que la seule voie, et la voie la plus durable, la plus pérenne, c'est la réconciliation. Et ça, tout ce que nous allons dire va être populiste, on va aimer, on va sauter, on va danser, mais ça ne nous mène nulle part. Ça, je vous supplie. Malgré la souffrance que vous avez endurée, dites que vous l'avez endurée pour vous, mais aussi pour la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, quand je faisais mon intervention, je parlais de l'histoire. Nous avons perdu des millions et des millions de parents pour notre liberté aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez souffert aussi pour toujours cette même liberté. Mais si on ne va pas aux élections, on dit non, 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 c'est trop court, mais c'est court comment? C'est court comment? On a 2 ans, je vous supplie. Ça, c'est la parole du député. Allons aux élections. On va battre ce qui doit être battu dans les urnes. Et là, la Côte d'Ivoire sera sauvée de façon durable. Sinon, la révolution, j'ai jamais vu une révolution qui a sauvé une nation. Dites-moi, quelle nation? Où la révolution... La Révolution française, je vais vous dire, quand il y a eu la Révolution française, il y a eu 30 000, même 30 000, plus que ça. On s'est entretués ici. On s'est entretués jusqu'à ce que la France opte pour l'égalité. Ils savent pourquoi il faut l'égalité dans le pays. Donc je vous appuie, quand le chemin est court, ne prenons pas le long chemin. Je comprends votre douleur.
Mais le député Nyambo Kakou mettra tout en œuvre. C'est pour ça que je dis je vais mettre mon corps à contribution. Pour vous supplier qu'il est important qu'on se pardonne. Ça, c'est la voix du député. Je comprends votre colère, mais il faudra qu'on se pardonne. Merci beaucoup, chère population. Il a dit la première fois on t'a empêché de marcher. La première fois on m'a empêché de marcher. Il a changé pour cette fois. Ça c'est important. La première fois on m'a empêché de marcher. La deuxième fois peut-être ils vont encore m'empêcher de marcher. La troisième fois ils vont encore m'empêcher de marcher. Mais il faudra que vous sachiez qu'on peut retarder la liberté, mais la liberté finit toujours par prendre une question. C'est la volonté qui est capitale en nous. Et j'ai cette volonté à moi de conduire cette liberté de façon durable. Et je suis prêt à mettre ma peau en jeu pour cette liberté. J'ai aussi souffert en tant que député. J'ai été ostracisé partout. Mais j'ai une ligne directrice. La paix et la liberté doivent être notre moteur commun. Merci. Pour vos questions, non pas de façon ramassée, mais je suis obligé de les résumer. Bon, monsieur le député, je voudrais revenir sur vos propos. Vous savez, nous sommes une grande nation et dans un grand pays, il y a plusieurs voies. Quand nous avons un problème national, chacun pense une voie de solution. Personne, si on avait une solution, on n'aurait pas fait 7 ans de lutte contre M. Ouattara. Mais chaque fils de la Côte d'Ivoire prend une option, il évoque une solution, et puis il essaie. Je disais souvent à des amis, nul n'a le monopole de la solution de la crise ivoirienne. Sinon, nous ne serions à côté derrière cette personne-là et puis on l'aurait suivi. Par contre, et ça je commence à répondre à vos questions, il y a une voie contre laquelle je me lèverai toujours en tant que militant des droits de l'homme. Vous savez, cela fait 7 ans quand même que je parcours l'Europe et les États-Unis. Vous pensez qu'il n'y en a pas parmi nos compatriotes qui disent les gars, prenons les armes, on va bouter Ouattara dehors? Ça, j'en ai entendu. Il y a eu des gens qui nous approchent pour cela. Parce que ce que M. Ouattara a fait, il a cautionné une rébellion qui a attaqué la République. Et qui en a tué de nos étudiants. Moi, j'en ai perdu de mes étudiantes. Et j'ai fui Bouaké par la route, par la brousse. C'est Dieu qui m'a sauvé la vie. Donc quand on vient ici, on fait les conférences, mais il y en a aussi qui veulent qu'on lui fasse la même chose. Mais en tant que militant des droits de l'homme, je l'ai dit, il y a un danger. Parce que lorsque vous combattez M. Ouattara par les armes, ils vont encore fuir, certains parmi eux, ils vont se retrancher. Et après, ils vont revenir encore. Et la Côte d'Ivoire va connaître des cycles de violence en cycle de violence. Donc celui qui aime la Côte d'Ivoire, il va tout faire pour éviter une rébellion, un soulèvement armé contre M. Ouattara. Par contre, c'est différent d'un soulèvement populaire. C'est différent. Et en tant que militant des droits de l'homme, lorsque j'ai vu l'exemple du Burkina Faso, oui, j'ai voulu cela pour mon pays. Oui, je l'avoue, j'ai voulu le soulèvement populaire. Et en réalité, quand j'ai essayé de lire les ouvrages, parce que même si j'ai écrit des livres, mais je lis quand même d'autres livres, parce que, heureusement, il n'y a que Dieu qui soit le savant des savants. Nous ne sommes que des petits savants dans nos secteurs bien déterminés. Le soulèvement populaire, je le considère comme le sauveur de la démocratie. Regardez ce que les Burkinabés ont fait. Nous avons élu un président, nous lui confions la destinée de notre pays pour 5 ans. Le monsieur arrive au pouvoir, il prend la constitution, il la traficote et il est assis indéfiniment. Le peuple dit, mais attention, je t'ai prêté le pouvoir pour 5 ans. Et après, tu t'appropries le pouvoir, tu ne veux plus partir. Moi, peuple, je descends dans la rue pour te faire partir. Donc quand on y voit, au fond, le soulèvement populaire, c'est le summum de la démocratie. C'est le peuple qui se rébelle et qui arrache son pouvoir à celui qui en abuse. Le problème, c'est que, et ce que j'explique à mes compatriotes, c'est que une transition ou un soulèvement populaire, ça ne se décrète pas. C'est là où il y a une nuance. On ne peut pas s'asseoir pour dire,
faisons un soulèvement populaire. Il est spontané, le soulèvement populaire. Il n'a pas de date. Parfois même, il n'a même pas d'initiateur. Certains n'ont pas un déclic, oui, il peut y avoir un déclic. Mais parfois, c'est un agacement, et puis le peuple, spontanément, le fait. On l'a souhaité, on l'a espéré. Mais si cela tarde à venir, il faut qu'on utilise notre jugement, notre intelligence. Et c'est en tant que personne pensante que nous nous organisons en parti politique pour dire on va respecter la Constitution. Même la Constitution avec laquelle on ira à l'élection en 2020, ce n'est même pas celle que nous avons voulu. Puisque M. Ouattara est venu, il a changé notre Constitution en 2016. Et il nous a imposé une Constitution. Mais ce n'est pas pour autant, ce n'est pas à cause de M. Ouattara que nous allons brûler notre pays. Parce que finalement, ce pays-là, il faut que les fils du pays montrent que le pays est le leur. Et si quelqu'un vient qui piétine tout, ce n'est pas à nous de le suivre. Il faut que nous fassions preuve de hauteur d'esprit pour reprendre notre pays. Et puis après, le même jour où un des nôtres prendra le pouvoir, le premier acte qu'il va signer, c'est de dire la Constitution actuelle est suspendue. Nous mettons en œuvre la Constitution de 2000 en attendant de trouver une nouvelle Constitution pour la Côte d'Ivoire. À la seconde, cela sera fait. De la même manière que M. Ouattara a pris une ordonnance hier, seul, avec son stylo, pour, d'après lui, libérer des personnes qui ont couru en prison pendant des jours, des années et des années, à son bon vouloir. Donc je voudrais rassurer le député, pour dire que sa mission est comprise. C'est pour ça que la FIDOC le soutient. Voilà, il est dans un combat de dire, je joue ma partition pour que mes compatriotes se réconcilient. Je suis d'accord avec lui et nous le soutenons. C'est la voie qu'il s'est donnée. Et tant qu'il sera dans cette voie-là, moi, tant que c'est une voie de non-violence, je le soutiendrai. J'étais aux États-Unis et je disais aux compatriotes de là-bas, Martin Luther King a été tué par ses propres partisans. Parce que, trouvez-vous, quand M. Laurent Gbagbo va sortir de prison, mais il aurait une grande difficulté, parce que dans son bord, il y a des extrémistes, les plus farouches, qui ont souffert de M. Ouattara, et qui voudront aussi se venger. Il faut qu'il soit le chef qui est capable de dompter ses troupes, pour leur dire calmez-vous. C'est pour cela que j'ai toujours dit à la Cour pénale internationale, la seule personne qui est capable de maîtriser tous ceux qui croient à M. Laurent Gbagbo, c'est M. Laurent Gbagbo lui-même. Parce que si vous ne le libérez pas pour venir calmer les ardeurs, ce sera compliqué. Et en même temps, il chante de répondre à M. Stanley. Chaque fois que vous étiez là, le 5 novembre 2017, lorsque je faisais la dédicace de mon dernier livre, j'ai toujours dit à la CPI, si vous aimez vraiment la paix, si vous aimez vraiment l'Afrique, si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire et que vous voulez la sauver, il faut libérer M. Laurent Gbagbo. Parce que cela a fait 10 ans qu'une partie de mon peuple périt, souffre, parce que vous avez pris un camp qui n'est pas juste, qui n'est pas la vérité. La justice, elle est équitable, c'est là qu'elle est belle. Mais lorsqu'elle est partisane, elle devient moribonde. Donc, M. Stanley, comme nous n'avons pas d'autres moyens, nous ne pouvons pas organiser de rébellion armée, parce que ce n'est pas notre style. Je suis d'accord avec vous, je sais. Et comme cela fait quand même 7 ans que nous avons inventé toutes sortes de stratégies, de soulèvement populaire, de mobilisation des Ivoiriens, je pense qu'en tant qu'intellectuel et en tant que politique, nous devons penser à une solution sur la table. C'est-à-dire que si le soulèvement venait, si les Ivoiriens en ont ras-le-bol, qui se soulevaient, on prendrait. Moi, je ne dirais pas non. Mais en attendant cela, en tant que personne organisée, nous faisons un programme organisé. Et c'est pour cela que nous avons créé EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, qui est une plateforme de partis politiques, de société civile et de leaders. Et j'en fais partie. En toute responsabilité, nous avons décidé de prendre ce chemin-là, parce que ce chemin est sûr. Regardez hier, quand on a parlé avec nos camarades qui sont à Abidjan, qui se retrouvaient tous au domicile, soit de M. Abdoulaye Sangaré, ou bien de M. Georges Amaoyen, le président du PDS. On a tous crié, c'est notre victoire à tous. On bénit Dieu. Maintenant là, nous allons nous organiser pour le battre dans les yeux. M. Stanley, aujourd'hui, je vous le dis, parce que je connais mon pays. M. Ouattara, aujourd'hui, il sera battu dans les yeux. Tout ce que nous avons espéré, c'est qu'il rende les règles démocratiques équitables, propres. Regarde aujourd'hui, dans son propre camp, les gens vont venir nous voter. C'est moi qui vous le dis. Il suffit que nous nous organisions peu et que les divisions pètent, excusez-moi du peu, de notre camp, nous les taisions pour que nous puissions le battre tranquillement. Et cela va se faire. Et encore la cerise sur le gâteau. Si le président Laurent Gbagbo était libéré, là, n'en parlons même pas. Donc voilà des choses concrètes.
Maintenant, je rebondis sur la question de la Cour pénale internationale. C'est-à-dire que, M. Stanley, parce que vous êtes... c'est vrai que vous n'êtes pas journaliste, vous travaillez avec un nom de médias, je connais à Bruxelles, mais vous êtes dans la crise, vous l'avez vécu avec nous, et puis vous voyez très bien. La CPI, là, parfois en public, nous gardons de dire un certain nombre de choses. Surtout nous qui avons eu la chance de rencontrer le président Laurent Gbagbo, qui parlons avec les avocats. Parfois en public, on fait exprès de ne pas dire un certain nombre de choses. Mais la CPI sait. Aujourd'hui, quand vous êtes assis ici avec moi, vous savez que là, elle n'a plus le choix que de le libérer. En droit, par exemple, vous voyez que, oui, elle gagne du temps, c'est vrai. Et ça, c'est dommageable. Mais l'essentiel, c'est qu'il va sortir très prochainement. Regardez ceci. On a écouté les 82 témoins à charge. La logique aurait voulu que nous écoutions les témoins à décharge. Pourquoi on est bloqué? Mais je ne vous apprends rien. Qui nous a motivés à faire la demande de cette audience d'acquittement? Qui nous a motivés? Ce sont les juges eux-mêmes qui ont demandé aux avocats du président Laurent Gbagbo de demander l'acquittement. Donc quelque part, ça dit que en tant qu'intellectuel, il faut voir. Ça se sent. Il faut lire ainsi. C'est quand nous on dit qu'il va sortir, on est convaincu de cela. Voilà. Maintenant, la question vous voyez souvent, même quand on allait voir le président, parfois lui-même il oblige de nous. Parce que, vous savez, c'est comme quelqu'un qui prend ton parent en otage. Ton parent, il est en otage. Lui, il est là-bas. Il sait ce que les otages, les preneurs d'otages lui disent tous les jours. Donc quand tu manifestes, parfois ton parent te dit, bon, écoute, si tu fais ça, pardon, fais ça, parce que chaque fois que tu fais dans ce sens, on me pique ici. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc parfois le président lui-même, il est bien placé pour nous dire, non, s'il vous plaît, aujourd'hui ne manifestez pas. Non, aujourd'hui ne faites pas. Il nous le dit parfois. Donc on le sait. Il va sortir. C'est ce qui est important. Il va sortir. Il y a des signes qui ne trompent pas. Et M. Ouattara sait. C'est pourquoi il anticipe. Alors, je finis. Et bon, la question de l'armée. Chers amis, la question de l'armée, c'est vrai, c'est notre grande difficulté pour la Côte d'Ivoire de demain. Parce que depuis la crise de 2010, on n'a plus vraiment une armée. Et c'est très difficile. C'est une question inquiétante. Parce que dans les troupes de M. Guillaume Soro, quand ils attaquaient la République, il y avait plusieurs autres nationalités. Et puis, en notre Côte d'Ivoire même, il y avait des jeunes qui n'étaient pas du tout des militaires. Qu'on a pris, moi j'étais à Boaké, je connaissais des chauffeurs de Woro, des Bakaï, tout ça, des gens qui sont devenus militaires. Voilà. Comment on va faire? Mais ça se met dans un programme de gouvernement. Si vous voulez gouverner la Côte d'Ivoire, c'est que vous devez penser à ces questions-là. Donc, je vous dis ça comme ça, mais dans notre coalition, où il y a plusieurs personnalités, bientôt, je crois que le président Ouanguen l'avait dit, lorsque on faisait la sortie officielle de EDS ici, bientôt nous allons avoir une convention où tous les membres de EDS vont se retrouver et nous allons penser à un programme de gouvernement commun. Ça, c'est la moindre des choses. Et dans le programme de gouvernement commun, quand on n'a pas d'armée, on pense à des stratégies d'armée. Il faut une nouvelle armée pour la Côte d'Ivoire. Mais même du côté de l'éducation. Vous savez très bien que dans la Côte d'Ivoire de demain, on est obligé de penser notre rapport avec la République. On est dans un pays où l'amour de la patrie n'existe plus. Le citoyen n'a même pas de respect pour les lois. Parce que les dirigeants eux-mêmes ne donnent pas l'exemple. On détourne, la corruption règne, personne ne parle. L'impunité, c'est la loi. Je vous connais, vous détournez, mais je me tais. Et excusez-moi, mais ce n'est pas né aujourd'hui. Même sur le président Laurent Gbagbo, je suis désolé, mais ça c'est ce que je reproche aussi à notre leader. Parce que quand tu es le chef de l'État et que ton ministre ou quelqu'un dans ton entourage a détourné, c'est toi qui le salis. Parce que selon le régime présidentiel, c'est toi qui es responsable devant le peuple. Prends les décisions. Et moi je dis toujours à nous, tous qui sommes ici, on court tous sur tous. La Côte d'Ivoire de demain va changer. Certains parmi nous seront appelés à de hautes responsabilités. Mais si tu t'es trompé pour détourner l'argent de la République, nous allons tous te lâcher. Parce que tu auras été lâche avec la nation. Il ne faut pas l'accepter. Et en même temps, en le disant, je viens sur la question des amis journalistes. Si je veux résumer la question des journalistes, je vais aller un peu plus loin. À les entendre, Dr Boga, depuis qu'on le connaît, en tout cas depuis qu'il est en exil, son discours est devenu beaucoup plus politique que sociétal.
ou bien il parle beaucoup plus des questions politiques que de la société civile. Aujourd'hui, je peux vous dire que ça fait bientôt 25 ans que je suis dans les droits de l'homme. J'ai fait mes armes à la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, j'ai passé 10 ans. J'ai fait la PDH. Et sous le président Laurent Gbagbo, j'ai été nommé par la signature du président Laurent Gbagbo, secrétaire membre de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Et j'en ai été secrétaire exécutif. Et j'ai eu la chance, dans mon parcours, d'aller même faire une formation aux États-Unis sur l'invitation du secrétariat d'État. Je vais vous dire une chose. La question des droits de l'homme, c'est vrai. Il y a plusieurs catégories de droits de l'homme. Il y en a au moins 2 ou 3. Il y a les droits civils et politiques. C'est-à-dire les droits civils et politiques, c'est les droits absolus, comme le droit à la vie. Si on t'ôte le droit à la vie, tu ne peux plus penser à la santé, puisqu'on t'a déjà ôté la vie. Donc, la question de santé, éducation, ça vient dans la 2e catégorie des droits économiques, sociaux et culturels. Chers amis, ce que j'ai compris, c'est quoi? Les droits de l'homme sont liés aux politiques, à la politique. Et surtout en Afrique, c'est encore plus grave. Parce que j'ai remarqué que dans tous les pays africains, lorsque la crise est politique, les droits de l'homme sont gravement en danger. S'il y a une crise au sein de la classe politique, les populations bientôt vont s'en déchirer. Et le cas le plus patent, le plus concret, c'est lorsqu'il y a des élections. À chaque élection en Afrique, apprêtez votre stylo pour compter les morts. C'est pour cela que j'ai inventé cette fondation qu'on appelle la Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique. Parce que je fais le lien entre les droits de l'homme et la politique. Et je veux former les hommes, les dirigeants en Afrique, qui se disent tous démocrates et qui violent les droits de l'homme. C'est ça le lien que je veux faire. De toute façon, il n'y a pas assez d'exemplaires, mais le dernier livre s'appelle Mon combat pour les droits et les libertés. Je me suis retrouvé au cœur de la crise ivoirienne simplement parce que j'ai dit à la télévision que le Conseil constitutionnel de mon pays s'est prononcé pour dire M. X est le vainqueur de l'élection, on ne peut pas y avoir un autre président. Ce n'est pas la communauté internationale dans tous les pays du monde qui décrète qui est président. Il y a des institutions dans les pays. Ce que je me dis là, c'est déjà très politique. Et pourtant, je suis un acteur de la société civile. Donc je suis désolé. Et maintenant, si vous avez un mauvais dirigeant politique, vous êtes convaincu que ce que vous allez dire au plan social, ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà. Et donc, ce que j'ai compris, et c'est que je disais souvent à des amis, notamment au professeur Martin Bléou, qui a été ministre après, dont j'étais dans le cabinet d'ailleurs, je lui disais souvent que les ONG des droits de l'homme là, on dit la PDH condamne, Amnesty International condamne. Mais on va rester là à condamner. Qu'est-ce qu'on fait pour que le mal ne se produise pas? Ça ne sert à rien de condamner, on ne fait que être des médecins après la mort. En ce moment, on n'est pas utile à la société. Vous laissez les dictateurs agir et puis après vous venez condamner. Donc moi je voudrais plutôt que les droits de l'homme se fassent en amont. Il faut travailler sur la mentalité des dirigeants pour qu'ils ne violent pas les droits de l'homme et qu'après on ne vienne pas compter. Je ne veux pas être un croque-mort. Je préfère être quelqu'un qui prévient. C'est pour cela que j'ai décidé de me lancer dans EDS d'ailleurs. Parce que pour moi, je dis aujourd'hui qu'il n'y a pas d'eau, la vie est chère. Mais je n'ai rien dit. Parce qu'il est là, le monsieur, le même monsieur qui applique cela. Pour moi, il faut le faire partir. Parce qu'il n'est pas digne de quelqu'un qui respecte les principes de la démocratie et les droits de l'homme. Il faut le changer. C'est pour ça qu'il va partir. Hélas. Bon, alors, ma soeur, sur les noms précis des prisonniers, non, bon, M. Ouattara a dit qu'il a libéré 800. Bon, on va maintenant attendre. Après le discours, on va maintenant voir concrètement. Parce qu'une chose est de faire un grand discours. Mais en réalité, quand ils donnent des chiffres comme ça, c'est que certainement, ils ont la liste. On attend la liste. Parce que n'oubliez pas que, vous savez, en tant que militant des droits de l'homme, je vous fais une confidence. Il y a longtemps que nous, on a toujours refusé la loi d'amnistie. Et je disais à certains amis à Abidjan que j'ai du mal à accepter la loi d'amnistie parce qu'on a déjà condamné un camp. On a déjà pris le président Laurent Gbagbo, sa femme, ses enfants, on les a déjà mis en prison. Pour moi, ça me paraît comme une injustice que de prendre une loi d'amnistie maintenant. Parce que c'est comme si on protégeait l'autre camp. Donc certainement parmi les 800 là, tous les rebelles sont déjà protégés. Ils sont déjà pris en compte. Et la soixantaine qu'il ne veut pas amnistier, ce sont ABI,
Dogoplé, CKCK, voilà, les militaires, ceux qu'on a jugés, des choses comme ça. Ceux qui sont restés fidèles à la... Voilà. Ceux qui sont restés fidèles à la République. Donc voilà un peu ce qu'il a fait. Il ne faut pas faire des tris. C'est pour ça qu'en tant que militant des droits de l'homme, on n'aime pas les lois d'amnistie. Parce que c'est une prime à l'impunité. Et surtout, si on n'avait pas encore condamné et quand on prenait la loi d'amnistie, on dit bon, c'est pour tout le monde. Mais on poursuit quand on a humilié le président de la République. Dans le monde entier, on l'a vu dans un débardeur à travers la planète. Et maintenant, on va venir, comme tu sais que bientôt ton tour va arriver, tu dis j'amnistie tout le monde, calmez-vous, etc. C'est pour cela qu'on a mal. C'est pour cela qu'on a mal. Maintenant, ceux qui veulent jubiler, ils jubilent. Mais bon, nous, en ce qui nous concerne, moi je dis et je le répète aujourd'hui, M. Ouattara a fait ce qu'il a fait parce qu'il n'avait pas le choix de le faire. Je le dis et je l'assume. Et je considère qu'il n'en a pas fait assez. Parce que si tu veux réconcilier, tu peux poser des actes pour ceux qui sont à la Cour pénale internationale aussi. Par exemple, en lançant ne serait-ce qu'un appel. Mais dans tous les cas, avec lui ou sans lui, ces personnalités seront libérées. Journaliste Oro et moi, on se connaît très bien. Il sait très bien qu'en Côte d'Ivoire, le militaire des droits de l'homme que je suis, voilà, c'est vrai que je connais les bavures policières, mais les corruptions, on l'a fait. Le discours, il a évolué et il est adapté au contexte. Dès l'instant où ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire, ils n'acceptent même pas que l'opposition fasse une quelconque manifestation. C'est-à-dire que la liberté d'expression est bafouée, est violée. Vous voyez, je peux rester là tous les jours à dire oui, M. Ouattara est allé déguerpir les gens tombent dans les cimetières. Mais c'est le régime qui est pourri, excusez-moi de l'expression. C'est pour cela que pour nous, ça ne sert à rien. Mais avec M. Ouattara, je vais passer mon temps à condamner combien de fois? Ça fait combien de temps on n'a pas crié ici de libérer Mme Bako? On est fatigué. Donc moi je pense qu'au lieu de rester là tous les jours, matin, vous dormez aujourd'hui, le lendemain vous vous réveillez à telle personne. Là, le dernier c'était Samba David. Un monsieur est condamné. Il a fini de purger sa peine. À peine il va sortir, on lui inflige une autre condamnation. Et il continue. Et puis comme ça. La Côte d'Ivoire va continuer comme ça. Voilà. Et sur ce point, docteur, je voudrais rajouter juste un petit. Oui. C'est-à-dire que les questions sécuritaires n'étant pas réunies, malgré notre bonne foi, on ne peut pas être efficace. Je donne juste un exemple. Dans le cas des personnes qui se sont retrouvées au cimetière, imagine, vous avez vu en direct les personnes de la société civile qui n'étaient même pas, qui ne faisaient pas partie d'un groupe politique, hein, qui simplement ont manifesté leur mécontentement, ont été brimés. Donc, vous voyez, et pourtant, ça a été juste une dénonciation. Donc, imaginez maintenant ces personnes-là mener une action concrète qui va à l'encontre du pouvoir en place. Donc, la question sécuritaire, elle est importante. Tant qu'elle n'est pas résolue, on ne peut rien faire. Et je voudrais aussi rajouter un dernier point, c'est que la FIDOP, telle que je l'ai connue, c'est un organe de dénonciation, hein, qui veut mettre la lumière, tout ce que subit le peuple sous la table. Bon. Le problème, quand on a mené ce genre d'action, dans les pays occidentaux, en l'occurrence en Europe, quand on a fini de dénoncer, nous sommes, ces structures sont accompagnées par d'autres, j'allais dire, canaux qui viennent en relais dispersés. Nous sommes dissociés les uns des autres. La FIDOP va faire son travail avec le président fondateur, la dénonciation de toutes les malversations que vit le peuple. Mais qu'est-ce qu'il fait derrière les organismes sociaux? Qu'est-ce qu'ils font derrière? Qu'est-ce qu'ils font derrière ceux qui sont censés être auprès des familles, des enfants, pour reprendre le relais? Vous voyez, c'est pour ça qu'on est en train de travailler. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire que nous-mêmes, en tant qu'organisme de dénonciation, nous suivons aussi, c'est-à-dire que nous ayons des actions dans le but d'accompagner jusqu'à obtenir nos résultats. Bravo. Merci Madame la Présidente de la FIDOP France. Et vous voyez que la formation est passée, hein? Donc je fais un travail de fond, former bien les gens. En tout cas, je suis très content. En fait, ce qu'elle dit, c'est un constat qui n'est pas seulement limité à la Côte d'Ivoire, c'est général. Les structures des droits de l'homme dans le monde, elles ne font que dénoncer. Et puis après, on fait quoi? Voilà. Et comme dans la société, ceux qui font agir
ceux qui font agir, bouger la société, ce sont les politiques, ce sont les actions politiques. Mais il est bon que de temps en temps, nous nous mêlions aux politiques pour faire changer les choses et faire évoluer la société. Et c'est pour cela que, par exemple, j'ai accepté d'être membre de la coalition de l'opposition pour que nous soyons tous forts et puis faire changer les choses. C'est une réponse concrète. Mais de toute façon, j'appartiens à une coalition de l'opposition qui s'appelle EDS. En ayant fait ce choix, c'est tout à fait réfléchi. Donc je prends mes responsabilités. Voilà. De ce point de vue, dormir tranquille. Donc, quand j'étais aux États-Unis, j'avais même fait plus fort. J'avais dit aux États-Unis que tous ceux qui se réclament du président Laurent Gbagbo, tous veulent accéder à la magistrature suprême. On a tous des ambitions. Et moi, j'ai dit aux États-Unis, dans ce cas-là, si on a des ambitions, faisons des primaires entre nous pour choisir qui sera notre candidat principal, et puis le deuxième sera le vice-président. J'avais fait cette proposition-là, et elle est toujours sur la table. Mais comme au niveau de notre coalition, on estime qu'on va aller bientôt en convention, pour qu'on voit en interne comment on s'organise, je pense qu'en interne, j'aurai l'occasion de dire ça. Mais sinon, les ambitions sont légitimes. Nous tous, autant dans cette salle, nous avons le droit. M. Ouattara dit maintenant que nous tous, on peut se présenter. Donc, on va tous se présenter. Oui, cher ami, on peut se réjouir de ce que la bataille de l'opinion est gagnée. Moi, je peux vous le dire. Et la question, il la pose à dessein. Parce que regardez, si nous sommes dans cette salle aujourd'hui à parler d'un discours de M. Ouattara, c'est parce que la bataille de l'opinion a été gagnée. Et ça, la presse, depuis que le président Laurent Gbagbo était même au pouvoir, on a beaucoup critiqué cela, je fais partie de ceux qui l'ont critiqué là-dessus. Il avait voulu libéraliser la presse en créant plusieurs télévisions. Parce que dans notre pays, on n'a que la RTI seule. Dans tous les pays, au Burkina, comme au Sénégal, ils ont plusieurs télévisions. C'était un mal. Bon, le chef de l'État avait donné à l'époque ses raisons. On peut les comprendre parce que le pays était divisé en deux et les rebelles avaient occupé l'autre côté avec la télévision de Boaké, qui était là. Et puis finalement, la France, Sarkozy leur a donné même une télévision, la TCI, après. Donc finalement, notre projet n'a pas abouti. Donc aujourd'hui, c'est avec les moyens de bord, avec les internautes, avec la presse en ligne, que nous avons réussi à renverser et à remporter la bataille de l'opinion. Je voudrais te saluer pour cela. Je voudrais te saluer pour ça. Je voudrais te saluer pour ça. Il a raison. Il a raison d'insister. Et je te le reconnais, cher frère. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, n'attendez pas qu'on vous décore. Dites les choses que vous avez faites vous-même. Et ça, je le dirai à qui veut l'entendre. Et d'ailleurs, je les ai expliqué. Quand vous prenez Mediapart, c'était, si vous voulez, la face visible de notre victoire. Parce que ce qu'ont fait les 200 journalistes qui ont enquêté sur la situation de Côte d'Ivoire pour dire officiellement que le président Laurent Gbagbo n'avait pas à être à la Cour pénale internationale. Ce n'est même pas les journalistes ivoiriens qui l'ont dit. C'est Mediapart, une 200aine de journalistes européens. Mais comment ils font leurs enquêtes? Ils ne sont pas ivoiriens. C'est à travers nos écrits, c'est à travers nos livres, c'est à travers la presse en ligne. Ils font des recoupements, ils vont fouiller, ils vont vérifier et puis ils confirment. Oui, la bataille de l'opinion a été gagnée grâce à votre combat. Je voudrais vous remercier pour cela. Je me nomme Habib Andrea Koulibaly. D'accord. Ce que je veux savoir, est-ce que le retour du président Laurent Gbagbo va emmener une réconciliation vraie et durable en Côte d'Ivoire? Très bien. Merci. Et ce sera la dernière question, chers amis. La question de la dame, je la prends comme la conclusion de mes propos. D'accord? Et dans la conclusion de mes propos, je voudrais commencer par remercier très sincèrement le député Nyambo Kakou, qui a été notre invité spécial, l'invité spécial de la FIDOP, qui a prononcé un discours de réconciliation, et nous le soutiendrons toujours parce qu'il a décidé de faire don de sa propre personne pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Madame ou mademoiselle Koulibaly, la question que vous avez... Il n'y a pas que le FPI et le RDA seulement en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs partis... C'est laquelle je demande quoi. Oui, je suis d'accord avec vous. Oh, c'est un peu comme aux États-Unis où il y a les républicains et les démocrates, mais il y a d'autres personnes. En fait, en réalité, c'est que généralement dans les pays, il y a deux forces politiques. Et depuis la crise de 2010, notre pays est devenu bipolaire d'un point de vue politique. C'est comme ça. Si vous n'êtes pas du côté de M. Ouattara, on vous taxe de pro-Gbagbo. Sinon, moi, jamais on ne m'appellerait pro-Gbagbo. Mais c'est parce que je ne suis pas dans le camp de M. Ouattara. C'est pas compliqué. Et à mettre des fois quelque part aussi. Parce que le milieu, ça n'existe pas. Oui. Si vous n'appréciez pas ce que fait M. Ouattara, vous le dénoncez. Dès que vous ne
le tenancier vous jette dans le cas de M. Gbagbo, mais j'accepte, c'est un bon quand même. Au moins là-bas, il n'y a pas d'armes. Parce que du côté de Ouattara, ce que j'ai toujours déploré, c'est que derrière, il y a des armes. Le fait que M. Ouattara ait accepté de cautionner la rébellion de Guillaume Soro avec le PDCI-RDA, ça, je ne leur pardonnerai jamais. Je pense que c'est une erreur politique grave. Parce qu'un jeune peut se tromper, mais des aînés, il ne peut pas se tromper. Parce que j'ai toujours dit au Guillaume Soro, vos armes ont crépité. Laurent Gbagbo n'est même pas mort sous vos armes. Et pourtant, d'innocentes personnes ont péri. Vous avez échoué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand il veut être président, je souris. Il veut réconcilier, je souris. Parce que c'est une insulte. Tu as été le bourreau, tu ne peux pas réconcilier. Par contre, le président Laurent Gbagbo, si. Oui, je le dis avec force conviction. Parce que je suis bien placé pour l'avoir rencontré plus d'une fois. Et je vais vous faire cette confidence. Je l'avais faite le 5 novembre 2017. Je vous la fais aujourd'hui. Lorsque la rébellion a éclaté en 2002, je fais partie d'un groupe qu'on appelait le collectif de la société civile pour la paix. Il y avait des religieux, des imams, et moi je suis de la société civile. On a bénéficié d'un soutien financier de l'Union européenne, de toutes les institutions, et on a fait le tour de la Côte d'Ivoire pour dire aux civils, c'est une guerre entre militaires, ce n'est pas bon que le peuple s'en mêle, sinon on allait connaître une guerre civile en Côte d'Ivoire. Parce que la rébellion est venue du nord. Donc c'est comme si les nordistes avaient attaqué les autres. Et nous avons réussi. Quand nous avons fini la tournée, nous sommes allés voir le chef de l'État, Laurent Gbagbo, le président de la République, au mois de mai 2007. Entre-temps, je parle de mai 2007, entre-temps, il y a déjà eu Marcoussi, 2003. Marcoussi, où on est venu et on a imposé un premier ministre qui l'a enlevé à Finguessa, etc. La tension était forte. Et le chef de l'État nous a dit ceci, à sa résidence. M. Guillaume Honoré était le chef de délégation. Il dit, vous voyez, là, il nous a indiqué un endroit de la pièce. Il dit là, c'est là que je me suis mis à genoux pour prier mon Dieu, de me donner les mots pour convaincre mes proches d'accepter l'accord de Marcoussi comme étant le moindre mal pour sauver la Côte d'Ivoire. J'ai dit waouh. Donc, ce que la communauté ne veut pas entendre, la communauté internationale ne veut pas entendre, c'est que si M. Ouattara est devenu le brave Tchè, l'homme de tout un clan, et que ses partisans ne jurent que par lui, mais de l'autre côté aussi, il y a des gens qui ne jurent que par Laurent Gbagbo. Et ce qui est intéressant avec le président Laurent Gbagbo, c'est qu'il y en a qui vont au-delà même de son camp. Parce que dans le camp de Laurent Gbagbo, il n'y a pas d'armes. Or, de l'autre côté, il y a non seulement les 4 partis politiques du RHDP, mais il y avait la rébellion. À un moment donné, ils avaient créé le G7. J'en ai parlé dans un de mes livres. Comment des politiques peuvent accepter de s'associer à des rebelles? Parce qu'ils n'ont pas réussi à vaincre M. Laurent Gbagbo politiquement. Ils se sont cachés avec les enfants pour brimer la Côte d'Ivoire sous la pression des armes. Jusqu'à ce que le chef de l'État, et je vous donne un deuxième cas encore, M. Laurent Gbagbo dise finalement, comme je n'ai pas pu vaincre la rébellion, elle aussi n'a pas pu me vaincre totalement, mais mon pays est divisé. Je vais faire du chef de la rébellion le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Il n'y a que Laurent Gbagbo pour faire ça. Il n'y a que Laurent Gbagbo pour faire ça. Donc, je pourrais citer plusieurs exemples. Mais vous savez, regardez, pendant, on s'est assis ici pendant 2 heures, 3 heures. Chez nous, il n'y a pas de charlatanisme. Laurent Gbagbo, c'est un humain, on peut le critiquer. Mais tous nos dirigeants qui nous ont dirigés au niveau de la Côte d'Ivoire, on connaît celui qui a fait avancer notre pays. Oufouette l'a bâti, mais n'a pas mis l'accent vraiment sur la liberté et les droits de l'homme. Laurent Gbagbo est venu et il nous a apporté la liberté d'expression. C'est pour ça que les jeunes l'aiment beaucoup dans notre pays. Parce que grâce à lui, on peut critiquer, on peut parler, on peut avancer. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Pour parler de notre pays, le temps n'est pas à compter. C'est pour ça qu'on a été un peu long, on s'excuse auprès des invités, de tout le monde. Mais il fallait parler un peu de la Côte d'Ivoire, parce que ce pays a un grand avenir. Et je vous assure, mesdames et messieurs, prenez date avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais la Côte d'Ivoire de demain, elle sera plus belle. Et j'ai parlé.